mercredi 16 octobre. Bonsoir à tous. À la une de ce journal. Exploit historique pour Vahine Fierro. Elle est la première Polynésienne à intégrer l'élite mondiale de la discipline. La surfeuse de 24 ans a décroché son ticket pour le Tour mondial au Brésil, un rêve devenu réalité. Salariés et patentés à la fois, ils devront bientôt cotiser dans les deux régimes à la CPS avec la fin de la primauté du RGS. Une mesure qui viserait 9000 personnes pour un rendement attendu de 3 milliards de francs. Nous en parlerons davantage avec notre invité, le président de la CPME, Christophe Plé. La maladie de Parkinson est devenue son partenaire de jeu. Philippe Castel se prépare activement pour les prochains championnats du monde dédiés de tennis de table dans l'Est de la France. Nous l'avons suivi dans ses entraînements. Elle en a rêvé, elle l'a fait. Vahine Fierro a décroché sa place dans le WCT, le circuit mondial qui réunit l'élite de la discipline. Un ticket obtenu au Brésil où la surfeuse de Huahine a atteint la finale de la Saquarema Pro, Oriano Tefau Heimanu Manutei. Après sa victoire au Shiseido Tahiti Pro, Vahine Fierro écrit une nouvelle page dans l'histoire du surf polynésien. C'est la première Tahitienne à se qualifier dans le circuit mondial. Elle rejoindra désormais les 15 meilleures surfeuses de la planète. C'est un rêve qui devient réalité. Cette année a probablement été l'une des plus hautes et des plus basses. Et le fait de revenir après les Jeux Olympiques alors que je me sentais au plus bas et je pense une sensation extraordinaire. Et surtout de l'avoir fait avec toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis les Jeux Olympiques, en leur parlant tous les jours et en ne renonçant jamais, mais surtout en y croyant. Du côté de la fédération tahitienne, on est fier de l'exploit réalisé par l'enfant de Huahine, un exemple pour la génération future. Les jeunes déjà ils étaient très inspirés et là encore plus, Vahine a montré la voie et pour toutes ces filles-là. Et ça va encore plus leur donner la motivation, l'endurance. Et aussi, Vahine pourra partager son expérience. Et c'est ce qu'on souhaite parce que Michel Bourez, aujourd'hui, il nous partage son expérience. C'est ce qu'on en a besoin. Et ils sont des leaders. Et Vahine, aujourd'hui, montre que c'est la meilleure surfeuse au monde. Et on est très fiers d'elle. Michel Bourez était le dernier surfeur tahitien qualifié sur le CT, où il a passé 12 ans. Si le Spartan se réjouit de sa qualification, le plus dur reste à venir pour Vahine. C'est la plus grande aventure de sa vie, là. Pourquoi? Parce que elle a toujours fait les trials, pas les trials, mais elle a toujours eu la wildcard à Teahupo'o et elle n'a jamais été dedans directement. Donc maintenant, elle va devenir une des favorites sur le tour, faut l'avouer. Que ce soit à Teahupo'o ou partout ailleurs, elle a un backside sur les droites qui est unique aussi. Donc faudra prendre ça en compte et je pense qu'elle a vraiment fait mal la première année. Après ce superbe résultat et la médaille d'or des JO décrochée par Kaoli Vast, 2024 restera un cru exceptionnel pour le surf polynésien. Plus de peur que de mal cet après-midi au centre-ville de Papeete. Une lettre suspecte contenant de la poudre a été découverte vers 14h30 dans les locaux du Trésor public. Des agents de la direction territoriale de la police nationale et des démineurs sont intervenus. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bâtiment et 3 personnes en contact avec l'enveloppe ont été isolées dans leur bureau. Des analyses ont été effectuées, la lettre placée sous main de justice. On écoute les précisions de la directrice de la protection civile. Elle répond à Désiré Teivao. Le type d'alerte est tout à fait exceptionnel, mais malheureusement, il fut une période en métropole où ça a été extrêmement fréquent. On se rappelle de l'anthrax et de toute cette période d'enveloppe suspecte, donc on reste vigilant et fortement mobilisé. On a isolé les 3 personnes dans leur bureau en fait, qui avaient été en contact avec l'enveloppe concernée. Derrière, on a utilisé le service de déminage, dit NEDEX, des forces armées, qui a une capacité de lever de doute sur le risque chimique, mais également sur le risque explosif. Et puis, nous avons été en contact avec la cellule nationale NRBC qui, au vu de la situation, nous a donné un protocole pour procéder à la levée de doute sur les personnes d'abord et ensuite la levée de doute sur l'enveloppe. Et il n'y a pas de risque chimique, il n'y a pas de risque radiologique non plus, il n'y a pas de risque explosif et pour le reste, c'est confié au procureur de la République et aux forces de sécurité intérieure. Voilà, et selon un communiqué du Haut-Commissariat diffusé à l'instant, les analyses de l'enveloppe suspecte ont permis de conclure à l'absence de risque.
On reste dans le centre-ville de Papeete, longtemps théâtre de violences entre jeunes, notamment le mercredi après-midi. Des bagarres récurrentes qui ont poussé la police nationale et la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse à mettre en place un dispositif de maintien de l'ordre. Heriho Tariki et Naya Bennett ont accompagné aujourd'hui sur le terrain les agents, le reportage. On s'en souvient comme si c'était hier. Il y a 5 ans, en plein centre-ville, près d'une dizaine de bagarres chaque mercredi. Selon la police, il y en a moins depuis 1 an et demi, grâce notamment à des opérations comme celle d'aujourd'hui. Donc toute cette affluence de jeunes crée un sentiment d'insécurité. Dans un premier temps, on a réorganisé notre dispositif en mettant des patrouilles en point fixe sur la zone de Paofei et en maintenant des patrouilles dynamiques sur le centre-ville, parce qu'il y a quand même des groupes qui quittaient la zone du jardin Paofei pour se retrouver sur la ville. Un dispositif initié par la police nationale, la commune et la délégation pour la prévention de la délinquance. Plus d'une 60aine d'agents déployés de Papeete à Pirée. De son côté, le centre de supervision urbain compte près de 60 caméras opérationnelles dans l'ensemble de la ville. Ça permet justement d'avoir des fonctionnaires de la police nationale qui tout de suite ils sont en contact avec leurs équipes. Et nous aussi, nous sommes limités dans nos prérogatives judiciaires. Quand il y a des faits qui demandent justement l'assistance d'un OPJ, tout de suite, c'est une activité au niveau de l'intervention lui-même. En cas de bagarre, les familles des mineurs encourent une contravention. 8 100 francs d'amende depuis 2021. Cela permet à la police un encadrement plus strict et sécurisé. Un travail de longue haleine qui porte aujourd'hui ses fruits. Il y a eu quand même quelques améliorations, une diminution d'ailleurs avec tous les bagarres, les jeunes dans la ville. Et là maintenant, il reste les SDF. Il y en a partout et voilà. On est obligé d'appeler la sécurité à chaque fois. La violence des jeunes a diminué, mais la précarité, elle, a augmenté et peut engendrer d'autres violences. Mesure phare de la réforme de la PSG, la suppression du principe de primauté du RGS, dont on parlera dans un instant avec notre invité. Si le texte a été voté en mai 2022 sous la précédente mandature, les arrêtés d'application n'avaient jamais vu le jour. Le ministre de la Santé a relancé les démarches pour les adopter. Objectif, récupérer quelques milliards de cotisations sociales. Les explications avec Esther Cunio et Rara Humaa. La primauté du RGS, c'est un principe qui concerne tout le monde, mais comment est-ce que ça marche exactement ? La protection sociale généralisée est bâtie sur 3 régimes. Le régime des salariés, le régime des non-salariés et le RSPF, financé par le pays. Dans le cas d'une double activité salariale et indépendante, c'est le RGS qui prime sur l'autre. Seul le salaire est donc soumis aux cotisations et non les revenus de l'activité indépendante. Aujourd'hui, une personne qui a une patente, qui n'a pas de contrat de travail, se retrouve à payer 10% de charges et les factures à ses clients. Quelqu'un qui a un contrat de travail, lui, du fait de la primauté, n'a pas à payer de cotisation sur ses patentes. Ce qui veut dire qu'il est en situation de concurrence optimum pour lui par rapport à celui qui est en règle sur ses patentes et qui est au RNS et qui travaille tous les jours. À titre d'exemple, un assistant au SMIC dans une entreprise ayant une activité d'architecte lui permettant de gagner 1 million par mois ne cotisera que 5% à l'assurance maladie, soit 8 700 francs, bien loin des 9,84% et des 100 000 francs qu'il représente. Selon le ministre de la Santé, 9 000 personnes seraient concernées, de quoi récupérer près de 3 milliards. Dans son dernier rapport sur la gestion de la CPS, la Chambre territoriale des comptes pointe du doigt une perte de recettes certaine pour les régimes sociaux. Une situation qui ouvre également une porte aux abus de droit. On va rééquilibrer économiquement en mettant le critère d'activité au sein du RNS et en mettant fin à la primauté. Je signale que c'était une vision de la PSG qui était déjà écrite en 2022. Aujourd'hui, en l'écrivant dans la loi, en le faisant avec une vraie réforme, on va pouvoir régler un certain nombre de difficultés juridiques et faire en sorte que cette fin de primauté s'applique. Au rang des premiers concernés par cette mesure, les professions libérales. Mais pour l'ordre des experts comptables, cette mesure mérite d'être précisée. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui comptent une activité annexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont fait une petite activité sur le côté. Et donc je pense que ça concerne au moins tous les cadres de Polynésie. Si on veut s'attaquer à une telle réforme, il va falloir une meilleure définition des revenus. Qu'est-ce que l'on veut taxer ? Il ne faut pas oublier qu'un revenu, ce n'est pas forcément égal à un salaire.
un salaire, on connaît tous ce que c'est, mais un revenu, il y a des notions d'investissement qui est derrière. Donc qui dit investissement dit également endettement. Alors que faudra-t-il déclarer ? L'exploitation d'un ou plusieurs meublés du tourisme est-elle considérée comme une activité non salariée ? Y aura-t-il des seuils et des planchers ? Et enfin, qui contrôlera ? Autant de questions qu'il faudra bien préciser. Et on fait réagir le président de la CPME sur ces mesures annoncées. Christophe Pley, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez parcouru le fameux projet de loi. Le ministre de la Santé vous a d'ailleurs demandé d'émettre des propositions sur ses modalités. Déjà, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte ? C'est un texte finalement qui surtout revoit le régime du RNS, des non-salariés. Donc on revoit, puisqu'effectivement, vous l'avez dit dans votre reportage, il y avait une inéquité, puisque d'un côté les salariés payaient sur leurs revenus en tant que salariés, et d'un autre côté les gens du RNS, eux, cotisent sur tous leurs revenus. Alors quand on dit tous les revenus, ça veut dire tout. Donc il y avait cette inéquité, elle est rétablie. Il n'y a pas de problème. Mais, encore une fois, ce texte est un texte de réforme et il faut aller un petit peu plus loin dans le texte pour comprendre qu'on a une mauvaise définition de ce qu'on va faire. Et je comprends fortement votre invité Vincent Lot qui dit mais c'est quoi les revenus ? En fait, on a en Polynésie, on a les revenus du travail salarié, et les revenus, on parle de revenus d'activité quand on parle des non-salariés. Et nous, à la CPME, on considère qu'on doit rester, dans le cadre de la CPS, on doit financer par ces deux axes. Aujourd'hui, on nous parle un petit peu trop du patrimoine dans le texte, et c'est ça que nous sommes en train d'analyser lors des experts comptables, parce qu'on considère aujourd'hui que aussi le patrimoine des Polynésiens leur appartient, et par ailleurs, ils ont déjà souvent payé pour leur patrimoine à travers la fiscalité de la DICP. Qu'est-ce qu'on entend par revenu sur le patrimoine finalement ? Vous pouvez tout entendre, justement, c'est ce qu'on va demander au ministre, puisque, encore une fois, c'est qu'un projet et qu'on va monter au créneau pour défendre les gens qui essayent de se constituer un patrimoine. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Un salarié a le droit à une retraite. Un non-salarié n'a pas de retraite. Il est obligé de la constituer lui-même. Et il y a des milliers de petits patentés qui investissent dans des SCI, dans l'immobilier, avec un ou deux appartements ou des studios, et qui vont avoir une petite retraite, ça va leur faire un petit revenu quand ils auront leur fin d'activité. Voilà, c'est leur façon de faire, et ils ont emprunté pour ça, etc. Est-ce qu'on va taxer ces logements à ces gens qui ont fait des efforts, qui se sont endettés pour avoir un petit pécule à la fin de leur activité? Alors là, vous parlez des petits propriétaires et les grands propriétaires qui peuvent posséder 10, 20, voire 30 biens immobiliers en location. Est-ce qu'ils ne méritent pas d'être mis à contribution également? C'est là où il faut qu'on ait une discussion avec le ministère. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez tout taxer ou alors est-ce que vous voulez aller chercher des gens, effectivement, qui ont beaucoup de biens? C'est une manière de taxer le patrimoine. C'est aussi quand même une manière de taxer le patrimoine, parce qu'en même temps, les gens qui se sont achetés ça, ils ont certainement eu les moyens pour se les payer. Alors, nous, on considère qu'il faut rester sur le travail et l'activité, et qu'il ne faut pas trop toucher au patrimoine des Polynésiens, parce que ça leur appartient. Après, quand on dit tous les revenus pour les gens du non-salarié, ça veut dire que ce sont des chefs d'entreprise, ça veut dire que les dividendes d'entreprise sont déjà taxés par la DICP, donc on les taxerait, et par la CST, c'est-à-dire qu'on les taxerait deux fois. Il y aurait aussi les comptes courants d'associés. En fait, on taxerait tout. En fait, je vous rappelle quand même qu'à la base, il y avait un flux qui était permanent de 12 milliards avec la contribution pour la solidarité qui était en place. Et on a arrêté cette contribution. Et aujourd'hui, on va aller créer des taxes un peu partout. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est quand même de regarder ce qui se fait, parce qu'on considère que la caisse de prévoyance sociale, elle doit se financer sur l'activité et sur le travail. Il faudrait on s'interroge sur les seuils, sur des planchers, qui faire payer et sur quelle base exacte? Est-ce que vous avez des premières pistes? C'est toutes les discussions qui vont arriver dans ces prochaines semaines, et l'un des experts comptables et la CPME sont en train d'étudier justement pour pouvoir intervenir auprès du ministre,
pour qu'il n'aille pas trop loin, parce que, encore une fois, je vous dis, ça va bouleverser des milliers d'entrepreneurs, de gens qui préparent leur retraite, qui ont mis des biens de côté, qu'est-ce qu'on taxe, etc. Quand on dit revenu, ça ne veut rien dire en fait. En fait, il faut tout de suite, quand vous dites le terme revenu, il faut tout de suite préciser de quoi. Il faut définir. Et il faut savoir si ça a déjà été taxé une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'il ne faudrait pas que la CPS vienne rajouter de l'impôt sur l'impôt. Et là, là, on va rentrer dans le détail. Alors, oui, nous, on y va à la CPME, voire à la rencontre du ministre, pour améliorer et puis pour exposer les problématiques. Mais j'ai toujours un peu de mal quand on intègre les notions de patrimoine. On a toujours un petit peu de mal à enregistrer ça, parce que le patrimoine, c'est un peu sacré pour les Polynésiens. Et voilà, il faut que les choses soient faites dans l'intérêt des Polynésiens. Le fameux projet de texte, vous l'avez avec vous, sous les yeux. Sur quel point allez-vous apporter des modifications ? Une bonne dizaine de points. On va faire des modifications. Par exemple, la protection du patrimoine du chef d'entreprise, les dividendes des entreprises qui sont déjà taxés 2 fois, les comptes courants d'associés qui sont déjà taxés. Voilà, il y a tout un tas. Parce que si on fait la réforme, il faut aller jusqu'au bout. Ce qui nous est présenté, c'est pas de dire il y a des salariés qui ont des patentes. Le titre, c'est relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Donc on est bien en train de revoir les conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Et quand on fait une réforme, on va jusqu'au bout. Vous avez donc 3 semaines pour vous concerter entre partenaires sociaux. Est-ce que c'est suffisant pour entamer un tel chantier ? Écoutez, on nous annonce 2 autres textes après celui-là. Donc important sur la réforme de la protection sociale généralisée. Donc on va les prendre bout par bout. Il y a beaucoup de travail sur celui-là et on espère faire entendre notre voix auprès du ministère de la Santé. Merci Christophe Plé pour ces précisions et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au volet social, une nouvelle qui devrait rassurer les usagers de la route et notamment les prestataires de transport. Un consensus a été trouvé entre le gouvernement et les grévistes de la DTT. Le Conseil des ministres a validé les propositions de la ministre de la Fonction publique et du Travail, à savoir la revalorisation de l'ISS pour les inspecteurs au permis de conduire et la création des ISS pour les contrôleurs techniques et les agents de la cellule carte grise. Un protocole d'accord va être soumis dans la soirée à la CSTPFO, dépositaire du préavis de grève. Reconnu pour son dévouement au service de la population des plus démunis notamment et pour son engagement auprès des personnes handicapées, Mary Salmon, maire de la déléguée interministérielle du handicap, est décédée des suites de plusieurs maladies hier soir à son domicile. Parlons maintenant du bien-être des enfants scolarisés à Mahina. Dans cette commune, les cours finissent plus tôt qu'ailleurs. La municipalité s'organise pour les occuper. 200 enfants bénéficient déjà du projet éducatif local. Hockey, atelier FAPU, activités autour de la culture et de l'artisanat. Le choix des animations est varié et même les matariapos jouent le jeu. On voit cela avec Laure Philibert. Elles voient la vie en couleurs. Ces matariapos apprennent à une série d'élèves comment créer leur propre pareo, une transmission intergénérationnelle appréciée des petits et des grands. Au lieu de rester devant la télé et puis sur leur téléphone, et ils sont là, ils sont tout heureux d'apprendre et puis dès qu'ils ont mis les mains, c'est dégueulasse. Et c'est rigolo. Les personnes âgées, moi je trouve qu'ils sont peut-être en solitude chez eux et moi, je pense qu'il faut partager les savoirs. Comme les 5 autres établissements de la commune, l'école Farir Euy bénéficie du projet éducatif local de Mahina. Une action d'autant plus appréciée par les familles que les 1300 élèves terminent tôt. Nous terminons désormais à 13h30 sur Mahina, 15 minutes de moins que les années précédentes. Et donc le PEL était déjà d'actualité dans les écoles, cela fait à peu près 4 ans maintenant. Il y a toute cette mixité avec des enfants qui arrivent de toutes les familles, de tous les horizons. Donc voilà, c'est vraiment très très riche pour nos enfants et très, très porteur. La danse moderne, on n'a pas de groupe ici, donc voilà, c'est l'opportunité de mettre ça en place. On propose du théâtre, on propose du cirque aussi, de l'illustration dessin. Donc il y a vraiment énormément d'activités qui sont proposées autres que les activités sportives. Les élèves de l'école maternelle se familiarisent avec le goût. À terme, ils réaliseront même un FAAPU,
Cette initiative est un réel plus pour l'établissement. C'est vrai que le fait de regrouper les enfants de différents âges dans les différents ateliers, ça permet aussi justement d'avoir des relations plus cordiales, plus respectueuses les uns envers les autres. Et je sais aussi qu'on va continuer à monter en compétences, mais aussi au niveau qualité des prestations et aussi au niveau du nombre de participants. Déjà là aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez de place dans notre PEL. La commune a voulu insuffler un volet culturel. Les enfants se sont retrouvés à la plage avec des animateurs culturels autour de la navigation, connaître un peu les différentes composantes d'une pirogue à voile, comment se diriger avec les constellations, comment les Tahitiens faisaient auparavant. À 2 000 francs par période, le coût de ces activités les rend accessibles à la plupart des familles. La commune recherche des financements pour développer son projet éducatif local et intégrer davantage d'élèves. Du sport santé avec cette nouvelle tentative de Philippe Castel au prochain championnat du monde Ping Parkinson du 23 au 27 octobre dans l'Hexagone. Désiré Teivao l'a rencontré avant son départ. Regardez. À quelques jours des championnats du monde, chaque séance d'entraînement compte pour Philippe Castel. Si la maladie de Parkinson progresse, l'activité physique lui permet de conserver une certaine mobilité. Et pour continuer à s'améliorer dans le jeu, il a sa petite astuce. Avec cette balle, du coup, ça me fixe le tremblement. Je suis moins contracté et j'envoie aussi de l'énergie de ce côté, donc le jeu est un peu plus fluide. Et après, mettre une intention de l'énergie. Donc ça, je ne le faisais pas du tout l'an dernier. Je commence à le faire des fois de façon désordonnée, mais ouais, je pense que je suis plus actif, même si des fois les mouvements ne suivent pas comme je voudrais. En parallèle de ces séances d'entraînement, Philippe est également suivi depuis 4 ans par Aurélie Plancher, sa kinésithérapeute. Un complément indispensable pour conserver une bonne mobilité. Dans le Parkinson, c'est une des particularités de la maladie. C'est qu'en fait, il y a une rigidité musculaire qui s'installe et avec des grosses rétractions musculaires, avec des limitations articulaires. Et donc, c'est important en fait de compléter l'activité sportive d'une activité de stretching, de posture ou de yoga pour essayer de maintenir le plus possible la souplesse. Donc ça agit en tout cas, c'est ce qui est important. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ces séances régulières, ça complète le travail à la maison, les activités, le sport qu'on fait à côté. En marge des championnats du monde, une conférence consacrée aux dernières avancées sur Parkinson est aussi prévue. En France, 270 000 personnes sont atteintes de cette maladie. Au Fénois, aucun chiffre officiel, ce que regrette Philippe. C'est important d'avoir du soutien. Il y a des associations pour le diabète, il y a des associations à Tahiti pour Alzheimer, pour l'épilepsie et pas encore pour Parkinson. Donc, voilà, je suis en relation avec France Parkinson, qui est une grande association, et qui m'envoie un petit peu de documentation, donc moi je suis prêt à partager les infos que j'ai. L'année dernière, Philippe n'avait pas passé la phase de groupe. Pour cette édition, il compte bien franchir ce cap avec son partenaire Parkinson. Voilà, et bon courage à Philippe Castel pour ces championnats du monde. On termine ainsi ce journal, merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez vos programmes habituels et un peu plus tard, votre film de ce mercredi avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Agréable soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.